Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et à 13h50 sur Europe 1, voici les découvertes d'Europe Midi avec au programme votre soirée télé, une jolie balade dans le Nord et bien sûr le coup de cœur cinéma à Cannes, peut-être. Oui, coup de cœur ou pas, on ne sait pas. Bruno Kras, on vous retrouve en direct de Cannes. Vous avez donc vu le dernier film des frères Dardenne, La fille inconnue. Alors, coup de cœur ou pas? Ils sont toujours très attendus parce qu'ils ont eu 2 palmes d'or avec Rosetta et L'Enfant. Évidemment, comme on n'a pas trouvé de palme d'or, on comptait un peu sur eux. Et c'est une petite déception quand même. Mais en même temps, j'ai pas envie d'être sévère parce qu'ils ont une telle belle carrière. Ils font tellement plaisir aux spectateurs. N'oubliez pas, Rosetta, le fils, l'enfant, Le silence de Lorna, Le gamin en vélo, 2 jours une nuit avec Marion Cotillard, formidable. Ce sont un peu les Ken Loach belges. Et c'est un compliment que je leur fais, mais ils le méritent parce que ce sont 2 frères qui ont toujours... pris les faits divers, pris le pouls de la société, on aime bien ça à Cannes, et qu'on en refait des films de fiction, mais en enchantant justement un petit peu la vie, en essayant d'être optimiste. Là, il raconte l'histoire d'une jeune femme médecin qui est jouée par Adèle Haenel, qui est en train de dire à son assistant stagiaire qu'il ne faut pas être trop ému par les patients, qu'il ne faut pas se laisser faire. La sonnette d'entrée sonne et elle dit, tu vois, là, on a fini de travailler pendant 1 heure, il ne faut pas répondre. Sauf que la personne qui a sonné, c'était une jeune black et qu'on va retrouver morte le long d'une berge. Et là, elle va culpabiliser à mort et elle va tout faire pour retrouver le nom de cette jeune fille, qui n'est pas morte à cause d'elle, mais elle a cette culpabilité. Elle va faire sa propre enquête face aux policiers et elle va découvrir des choses. Je vous laisse le soin de les découvrir. Mais en même temps, ce qui me gêne un peu dans le film, c'est que cette piste-là de la culpabilité, il y a la piste de la prostitution, des migrants, d'un type qui est meurtrier malgré son honnêteté, d'un jeune homme qui veut être médecin qui veut plus l'être. Donc ça part un petit peu dans tous les sens. Le film est traversé par des tas de thèmes et ça nuit un peu à l'unité du film. Ça n'est pas du tout un mauvais film parce c'est comme les Woody Allen. Même un Woody Allen mineur est un bon Woody Allen. On va dire qu'un Dardenne mineur est un bon Dardenne. Je me suis pas ennuyé, mais ça n'a pas la force de leur précédent film. Et alors Adèle Haenel? Adèle Haenel, elle est extraordinaire, c'est une de nos meilleures comédiennes. Elle était déjà venue à Cannes dans une section parallèle avec Les Combattants de Thomas Caillet. On a vu cette année Les Ogres. Elle a quand même une 15aine d'années de carrière. Elle est très demandée au cinéma et elle est super bonne dans ce film, dans son interprétation, dans cette sobriété de ce médecin qui se pose des questions. C'est un jeune médecin qui n'a que 3 mois de pratique et qui évidemment est pétri de doutes. Et on la voit un peu comme dans Médecin de campagne, travailler au jour le jour, travailler quotidiennement avec ses patients, recevoir des gens un peu perdus, un peu paumés, les rassurer. Bon voilà, c'est une excellente comédienne et d'ailleurs c'est très important qu'elle soit dans le film parce qu'elle porte le film. Une excellente comédienne dans un film moyen donc. Oui, dans un film mineur dans la filmographie des Dardennes. Merci Bruno Kras en direct de Cannes, merci Bruno. Et à demain, Sophie Jovillard, votre coup de cœur du jour, c'est une maison, une villa, la Villa Cavrois qui est située juste à côté de Roubaix dans le Nord. Oui, c'est un sublime exemple d'architecture du XXe siècle. C'est vraiment une villa qui est présentée comme un chef-d'œuvre d'art total, rien que ça. Alors pour comprendre, replaçons-nous dans l'époque. Nous sommes dans la période de l'entre-deux-guerres. Au début des années 20, un certain Paul Cavrois, héritier des usines de filature familiale, a épousé la femme de son frère, décédé sur le front serbe en 1915. Ça se faisait à l'époque. Il doit léger donc sa femme, leurs 7 enfants. Alors il va faire appel, à partir de 1925, à un architecte de génie, Robert Mallet Stevens. Alors il est disponible, il vient de terminer la villa Noailles hier, il travaille sur les plans de la maison du couturier Paul Poiret. Il côtoie donc du grand monde, il a du talent et c'est ce qui va séduire Paul Cavrois qui va lui laisser carte blanche. Alors Mallet Stevens va veiller aux moindres détails de l'architecture au mobilier jusqu'aux poignées de porte. De 1929 à 1932, il va réaliser son œuvre. Voilà sa vision de la famille, je le cite. Le vrai luxe, c'est vivre dans un cadre lumineux et gai, légèrement aéré, bien chauffé, le moins de gestes inutiles, le minimum de serviteurs, une demeure pour une famille nombreuse, c'est air, lumière, travail, sport, hygiène, confort et économie. C'est la modernité, version Mallet Stevens, c'est un peu comme notre studio en fait. Oui, c'est ça, c'est exactement nous. Sauf qu'il en faut de la place pour loger toute cette famille. Oui, alors il va prévoir une aile pour les parents, une autre pour les enfants. Ah, c'est pratique. Oui, c'est pratique, la partie centrale réservée à la vie sociale,
La totalité du sous-sol consacré à la machinerie et à la buanderie, c'est comme un grand paquebot en fait. Sans oublier la salle de jeu, la salle d'études, la terrasse d'été, le fumoir, un grand bassin de natation de 27 mètres dans le parc, qui est Ça absolument ressemble à chez Mathieu superbe. Noël. Oui, c'est ça, Il y a c'est de ça. comme Il y a de chez ça. Mathieu C'est Noël. vrai, c'est vrai. Bah, C'est D'ailleurs, le comme bassin chez, de 27 mètres qui m'y a fait comme penser. chez Mathieu Oui, Noël, 27 je vous mètres. conseille de visiter la visite par le jardin pour admirer Tout à fait. ce magnifique bassin. Et vous Mais verrez, où est l'héliport vous C'est la verrez seule- c'est la cette, seule, cette façade de briques jaunes différence. qui est vraiment remarquable et typique de cette maison. Tiens, regardez les superficies, c'est un peu comme chez toi, Mathieu. Dites-moi. 60 mètres de longueur de façade principale. Oui. 3800 mètres carrés de plancher, dont Rien d'affolant pour 1840 l'instant, mètres carrés de surface habitable. Ça Ouais, ressemble il faut vraiment à l'espace ta maison. pour hein. se sentir bien. Mais attention à la taxe foncière, par Il faut contre. de l'espace. Je le dis. Parce que... On imagine donc la famille Cavrois très heureuse, mais vous nous avez parlé d'un destin tragique. Oui, c'est vrai, c'est un destin tragique et puis une renaissance à la fois. C'est un peu l'histoire de cette maison. Le voisinage va être un peu envieux et moqueur en parlant du péril jaune, référence aux briques dont je vous parlais. Les esprits conservateurs vont trouver la maison un peu trop moderne et la population ouvrière du Nord, cette maison un peu trop luxueuse. Fin des travaux 1932, 1939 va arriver à grands pas. Vous me voyez venir, les troupes allemandes vont occuper la maison. La famille reviendra après-guerre. Les enfants vont apporter quelques modifications, mais la maison va être abandonnée progressivement. Et puis, elle va même être complètement abandonnée, cette maison. On va vouloir découper le terrain. Heureusement, elle va être classée aux monuments historiques. Et heureusement, le Centre des monuments nationaux aujourd'hui nous permet de la visiter. Et on retrouve le mobilier de Robert Mallet-Stevens à l'intérieur. Et c'est ça qui fait vraiment le charme de cette maison. Moi, je vous conseille vivement d'aller les visiter. Sinon, C'est passez une chez moi, hein. architecture superbe. Vous Sinon, faire un en thé. effet, allez chez Mathieu Noël qui nous Bonne invite adresse, tous, bien La évidemment. Villa Cavrois, c'est donc le coup de cœur du jour de Sophie Jovillard. Et Mallet Stevens, si je ne m'abuse, c'est lui l'architecte de la pergola à Saint-Jean-de-Luz. Voilà. Allez Quelle hop, culture. Allez, c'est lycée. comme ça, c'est cadeau. un peu de culture basque, ça Ça fait pas de mal, Jean-Michel. Nous sommes d'accord. Merci en tout cas, Sophie. Je vous en prie. Eva Rock, Ah votre oui, coup moi- de cœur du jour. Moi, c'est dans la culture aussi. Oui, rien à voir. Non. Vintage Garage, Oui. RMC Découverte, 20h50. Dans les années 80, il y a une voiture qui faisait rêver les jeunes conducteurs, c'était la 205 GTI. Grave. Non Ah, mais Ah, mes vraiment. parents en ont une. C'est vrai Bah, bien sûr. Alors, Maxime, Mes parents ont eu mieux. oui, ils ont eu La quoi 205 GTI décapotable. Ah Avec la capote en toile. Alors les garçons, sachez que ce modèle qui a quand même sauvé Peugeot de la Ah oui. faillite à l'époque, et ce sont devenus des voitures de collection. C'est-à-dire que dans les ventes aux enchères où il y a des Jaguars et autres vieilles voitures, il y a aussi la fameuse 205 GTI, alors décapotable ou pas, n'empêche que voiture plus enchère, et si on faisait une émission de télé de tout ça. Ça, c'est pas bête. Et ben voilà, c'est François Alain qui est journaliste automobile qui va se retrouver donc à chercher des voitures d'occasion à retaper, puis à revendre sous l'autorité d'un commissaire-priseur. Et donc ce soir, il va trouver la fameuse 205 GTI. Il constate que le moteur fonctionne plutôt bien. Alors pour l'assise, c'est un peu plus compliqué. Oula. Ah oui, bon donc je pense que là c'est même pas, on va pas les restaurer, je crois qu'on va les changer, ça va être plus simple. Il est totalement enfoncé dans son fauteuil, il n'arrive même pas à conduire. Enfin, il va négocier et il obtient la voiture pour 2600 €. 2600, Voilà. c'est cher, Mais, 2600 euros. non, mais c'est une 205 GTI qui roule très bien, le pour une moteur est voiture qui parfait. a 40 ans. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais alors, c'est pas ça, c'est qu'il va falloir ajouter 6 000 € de frais de restauration quand même, qui sont assurés par un couple de garagistes qui s'appelle Céline et David. Et alors, eux, ce sont des passionnés du modèle et écoutez plutôt pourquoi. Un soir au restaurant, je t'offre sur la table du restaurant une petite boîte à bijoux. Et donc elle ouvre la boîte et là elle voit les clés de la 205 GTI. Donc on sort du restaurant, elle découvre la voiture, elle fond en larmes, enfin, bon, j'en rajoute un petit peu. Enfin ça fait 27 ans que ça dure quand même. C'est du vrai, coup, voilà. c'est vrai. Donc ma première voiture, une 205 GTI, en cadeau. Et voilà, et c'était parti pour 15 jours de travail, surtout là pour la 205. Jean-Michel, ça de lui a fait pareil François. avec sa Jaguar X7. Et dans les voilà, années- exactement. la première Jaguar qu'il avait. Aucun première clé, commentaire. c'est ça. Jean-Michel, le deuxième Aucun- épisode, oui. c'est avec la Jaguar, vous verrez. Oh là. Ah. Et alors, bon, la restauration, c'est bien, sauf que parfois, il y a des surprises comme le bruit dans le filtre à air. Ah, j'entends du bruit là-dedans. Oula. Oh, des noyaux. Il y a eu un habitant dans le filtre à air, ok. Ils sont bien au chaud. Ah ouais, bah oui, ça c'est clair. hein. C'est de la prune. Tu veux goûter? Un rat qui niche dans le filtre à air, la voiture a dû rester un bon moment sans tourner. Ah, Bon, bon appétit. alors, tout ça pour vous dire quand même que la voiture, elle est ressortie dans un état presque plus neuf que quand elle était sortie de l'usine Peugeot. Ils l'ont vendue aux enchères. Ils ont perdu 500 €. C'est la seule émission de télé où je connais où où l'animateur perd de l'argent. Moi, je sais ce que c'est qu'un filtre à air maintenant. C'est plutôt très sympathique à regarder. Vintage Garage, RMC Découverte, 20h50. Merci beaucoup, Eva Rock. Merci à toute l'équipe des Découvertes.